élément propre de la maladie ou simplement correspondait à, comme les autres patients, à de la fatigue, de la douleur et de la dépression. Et puis après avoir s'être assuré de la spécificité, je vais vous montrer comment après, nous sommes passés à la caractérisation plus approfondie du profil neuropsychologique sur une cohorte de 25 patients consécutifs. Ça ne paraît pas beaucoup de dire comme ça 25 patients consécutifs. L'étude neuropsychologique est très lourde, ça a été un travail colossal. Et qui plus est, on est quand même, comme vous le savez, c'est pas une maladie très fréquente et les effectifs sont des effectifs de maladies rares. Donc ce tableau, simplement pour vous montrer que les patients myofasciites ici et les patients avec un rhumatisme inflammatoire étaient tout à fait comparables en termes d'âge, de niveau socio-éducatif, de score de dépression, de score de fatigue. Premier élément, on va voir, quand on voyait l'ensemble des tests, les 25 tests qui ont été pratiqués, on voit qu'il existe très clairement des différences entre les myofasciites et les patients douloureux chroniques, que ce soit sur la mémoire de travail, sur la flexibilité, sur le raisonnement, enfin sur les fonctions mnésiques. On a plein d'items sur lesquels il existe des différences tout à fait importantes. Et quand on utilise des scores composites qui permettent d'explorer des domaines particuliers du fonctionnement cognitif, on va voir qu'il existe une atteinte élective de la mémoire de travail et de la mémoire visuelle, avec une différence significative entre les patients et les témoins douloureux, et ce pour un effectif relativement petit. On avait donc des éléments très forts en faveur de la spécificité du dysfonctionnement cognitif de la myofasciite. Dernier élément d'importance, il existe, c'est la différence ici, au test d'écoute dichotique, des arguments en faveur d'un trouble du transfert interhémisphérique d'informations d'un hémisphère vers l'autre chez les patients. Et ça, quand on met en évidence cette anomalie, ça veut dire qu'il y a une atteinte organique du système nerveux central, et pour nous c'est un élément très important, même s'il est loin d'être constant, il est présent en moyenne chez 20% des patients, mais c'était très important de pouvoir le mettre en évidence. Donc quand on regarde les 25 patients, un élément qui était intéressant, c'était l'IRM cérébral qui était globalement normal, non spécifique chez 88% des patients, c'est-à-dire que l'IRM standard n'apporte pas d'éléments contributifs, n'est pas contributive à l'investigation des troubles cognitifs. En fait, elle est contributive en négatif, c'est-à-dire elle montre qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de sclérose en plaques. Certains patients ont une sclérose en plaques, mais c'est 10% des patients environ, et on n'a pas d'autres pathologies. Quand on regarde les résultats des tests, on voit que tous les patients ont au moins un test pathologique, un résultat pathologique. Et chez 24 patients sur 25, le test est à moins 2 déviations standards, ce qui indique une altération tout à fait prononcée. En faisant le profil, on va retrouver ce qu'on avait déjà vu dans la comparaison, c'est-à-dire une atteinte de la planification, de la flexibilité, de la mémoire de travail, de certaines fonctions mnésiques, et éventuellement des signes de déconnexion interhémisphérique. Alors, un élément très important, l'intensité de l'atteinte cognitive n'était pas corrélée au niveau de fatigue, au niveau de dépression, elle n'était pas corrélée non plus à la présence d'anomalies IRM, ni à la durée de la maladie. Et à partir des scores composites que je vous ai présentés tout à l'heure, il nous a été possible de dessiner comme cela un profil de l'atteinte cognitive de la myofasciite à macrophage. Et donc, et je rajoute bien sûr l'écoute dichotique qui montre des anomalies donc chez un nombre minoritaire de patients, mais significatif. Donc voilà, donc ça vous donne un peu le profil de l'atteinte cognitive de la myofasciite à macrophage. En d'autres termes, si on résume, on a une atteinte de la mémoire, mémoire visuelle, immédiate et différée, mémoire verbale à court terme. Des fonctions exécutives, attention, mémoire de travail, planification, et des troubles à l'écoute dichotique, c'est-à-dire des signes de déconnexion interhémisphérique. Ce qui va être spécifique de la myofasciite à macrophage, c'est l'atteinte de la mémoire visuelle, la mémoire de travail et la déconnexion interhémisphérique. Ce type d'atteinte, on le voit quand il y a une atteinte corticale organique. Et ce type d'atteinte, on le voit
on le voit quand il y a une maladie, enfin il y a un processus acquis, organique, toxique ou inflammatoire qui touche le système nerveux central. Ça se voit dans la sclérose en plaques. Alors évidemment, ça a été notre première idée de chercher si les patients avaient des scléroses en plaques, mais vous avez vu que ce n'était pas le cas. Ça se voit quand il y a des troubles cognitifs au cours de l'hépatite C ou du VIH, l'infection par le VIH. Et enfin, c'est ce qu'on trouve aussi chez les patients qui ont une exposition chronique à l'aluminium. C'est le cas par exemple en pathologie professionnelle chez les soudeurs, mais aussi chez les patients assurants rénaux qui sont hémodialysés. Donc évidemment, nous qui sommes de formation neurologique, ça nous interpelle, puisque l'aluminium, c'est un neurotoxique connu depuis longtemps. Il y avait des travaux dans la littérature qui montraient que l'injection parentérale, donc chez l'animal bien sûr, de sels d'aluminium, comme par exemple de l'hydroxyde d'aluminium, s'accompagnait d'un passage transcérébral de l'aluminium.